Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et cette fois-ci ce sera du mois de septembre et du mois d'octobre parce que malheureusement j'ai pas fait énormément de lectures durant ces 2 derniers mois, donc je me suis dit que j'allais un peu réunir les 2 mois ensemble pour faire mon update lecture. Je ne vais pas séparer mes lectures en septembre-octobre, je vais plutôt faire comme d'habitude, donc d'abord vous présenter les livres en e-book, en audio et ensuite les livres en papier. Je trouve que c'est plus simple en tout cas dans mon organisation que de séparer en mois et de me souvenir quand j'ai lu quel livre, donc je trouvais ça plutôt sympa de continuer en fait comme je le fais d'habitude. Le premier e-book que je vais vous présenter, il s'appelle The Scottish Deal et c'est un service presse que j'ai eu grâce à la plateforme NetGalley, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent, mais en gros c'est une plateforme qui vous permet d'avoir des services presse en numérique ou en audio, donc il n'y a pas du tout de service presse papier, mais du coup moi ça me permet d'avoir certains services presse de maisons d'édition assez connus, là notamment Collection et H, qui est quand même une grosse collection que tout lecteur connaît je pense à l'heure actuelle, donc je suis trop contente d'avoir pu découvrir ce roman et si je l'avais sélectionné c'est tout simplement parce qu'il se déroule en Écosse et qu'on est dans une histoire un peu royale, adolescent, ou des sujets qui me tentent habituellement. J'ai tout d'abord apprécié les personnages, donc que ce soit les personnages secondaires ou les personnages principaux, je trouve qu'ils ont tous une place hyper importante dans l'histoire et pour moi c'est vrai que avoir des personnages secondaires aussi importants que les personnages principaux, c'est un point que j'apprécie énormément parce que je trouve que c'est important en fait de voir tous ces liens qu'il y a entre les différents personnages. J'ai adoré le personnage de Rubia parce que c'est une fille qui a un caractère super fort, qui casse les codes et qui n'a pas peur de le faire et qui n'a pas peur du jugement des autres et donc je trouve ça super chouette. Ça transmet de bonnes valeurs et je trouve que en fait ça me manque à l'heure actuelle puisque voilà, on est dans une société où on est beaucoup jugé malheureusement sur la personne que l'on est, même si on est en 2024 et que ça ne devrait plus arriver, ça arrive encore beaucoup. Donc j'aime toujours bien lire des livres où il y a des personnages qui s'affirment, qui osent casser les codes et qui n'ont pas peur du jugement, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Et justement, je trouve que ça fait du bien de voir ce genre de personnes et ça donne envie en fait d'être soi-même et d'arrêter de penser au jugement que les autres peuvent avoir sur nous. On est comme on est et c'est vrai que c'est très difficile à s'apprécier soi-même, mais voilà, je trouvais que en tout cas ce personnage-là transmettait bien cette valeur et donc ça m'a énormément plu. J'ai adoré le côté royal qui est modernisé dans cette histoire, donc j'ai trouvé ça trop chouette aussi puisqu'on suit des adolescents comme vous et moi, enfin je suis plus trop adolescente, mais vous avez compris, qui justement font des erreurs, qui ont envie d'essayer certaines choses comme tout adolescent et qui n'ont pas peur de le faire. Et de nouveau, même si c'est jugé dans la presse, même si voilà, Ice c'est le futur roi d'Écosse, en fait il a quand même envie de tester des choses d'adolescent et tout, et au final il se permet de le faire. Et même si oui, il y a certaines choses qui se retrouvent dans la presse et qui envoient entre guillemets une mauvaise image, en fait c'est un peu ça montre la réalité des choses et ça montre que tout le monde est humain finalement, qu'on soit roi, prince, évêque, je ne sais pas moi, tout ce qu'on peut être dans la vie qui doit montrer une bonne image en tout cas à la société, en fait on est tous humains et donc on fait tous des erreurs et j'ai trouvé ça trop chouette en fait de le montrer à travers cette histoire. C'était vraiment super intéressant à voir, c'était intéressant de voir aussi comment lui il s'exprime devant tout le monde par rapport à ce qu'il fait, etc. Enfin c'était vraiment trop chouette. Il y a également une petite intrigue qui est intéressante dans l'histoire. Donc en fait, si vous voulez, je vous ai même pas fait le résumé de l'histoire en fait, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas fait le résumé. En gros, le résumé c'est rien de très exceptionnel. Donc si vous voulez, il y a Rubia en fait qui débarque un jour dans les jardins de la famille royale et le prince la découvre là en train de pleurer et il voit bien qu'elle est vraiment pas bien et donc Rubia explique qu'elle est seule et que elle habite un peu dans la rue pour le moment et donc elle devient entre guillemets une employée du coup du palais royal. Elle devient meilleure amie avec Ice, donc qui est le futur roi d'Écosse. Et entre eux, il y a une alchimie qui est vraiment très forte, sauf qu'il y a un certain événement qui fait que
en fait ils se parlent plus à l'heure actuelle, qui se détestent et donc on suit un petit peu l'évolution de leur relation. Donc on a la trope enemies to lovers, mais on a également la trope faux couple, puisque en fait Rubia va jouer le rôle de la future mariée de Ice, puisque en fait à 21 ans ou 23 ans, je sais plus, Ice doit épouser quelqu'un pour pouvoir monter sur le trône. Et donc du coup, comme lui, il n'a pas trouvé chaussure à son pied, il va demander à Rubia d'être sa fausse future femme pour qu'il puisse monter sur le trône. Donc on va suivre un petit peu, tous ces mensonges en fait et toutes ces petites manipulations qui font croire qu'ils sont en couple alors que non. Maintenant, vous vous en doutez, il y a quand même une vraie petite histoire d'amour entre les deux personnages, donc c'est ce qui rend la relation très électrique. Et alors, il y a quelqu'un qui veut du mal à Rubia, puisqu'elle va devenir la future reine. Et ça ne plaît pas à tout le monde, donc du coup, il y a quelqu'un qui lui en veut. Et donc tout au long de l'histoire, on essaye de découvrir quelle personne lui en veut, parce que du coup, ils lui font vivre un enfer. Ils font des trucs vraiment pas chouettes à Rubia. Et donc voilà, c'est un petit peu l'intrigue qu'il y a dans l'histoire. Et donc j'ai trouvé ça très chouette. Et c'est vrai que on se pose pas mal de questions du coup sur l'entourage de Ice et de Rubia. C'est vrai que j'ai quand même été étonnée à la fin de voir qui était réellement coupable. Maintenant, on peut faire des hypothèses et certaines hypothèses étaient vraies, certaines hypothèses étaient fausses. Donc du coup, c'était quand même assez chouette. L'intrigue était pas mal, hein, même si c'est une petite intrigue, on va dire, de romance habituelle. J'ai trouvé ça chouette et c'est ce qui tient en haleine aussi tout le long de l'histoire. Donc c'était vraiment une très très belle découverte et j'ai adoré ce roman. Le deuxième e-book que j'ai lu, c'est Il n'y a pas de petite victoire. Donc c'est également un service presse. J'ai aussi beaucoup apprécié cette histoire et principalement les valeurs qu'il transmet aussi. J'ai adoré Victoire, son comportement, sa force de caractère, son envie de se battre et d'évoluer. Et d'ailleurs, elle a des séances de psy dans le roman, on les suit au fur et à mesure et donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir à quel point ça peut la porter et ça peut l'aider à évoluer, à se poser des questions sur elle-même, etc. C'est d'ailleurs grâce à ces séances de psy qu'on a une des principales intrigues de l'histoire, puisqu'elle se demande en fait d'où elle vient, quelle est sa famille. En fait, grâce à ces séances de psy, elle va découvrir qu'il y a quelque chose de bizarre en fait qui se trame dans sa famille et qu'elle s'en était jamais vraiment rendue compte, mais que du coup ces blessures qu'elle a et ces difficultés qu'elle a, ça ne vient pas de nulle part, puisque en fait elle se rend compte qu'il y a tout un truc un petit peu particulier autour de sa famille, qu'il y a peut-être des non-dits, qu'elle se sent un petit peu mise à l'écart, etc. Et donc du coup, en fait ça va être l'intrigue de l'histoire. Et cette intrigue, c'est principalement la recherche de soi, j'ai envie de dire, parce que elle cherche à découvrir la réalité sur elle et donc sur sa famille, puisqu'elle sent qu'il y a des choses qu'on ne lui dit pas dans sa famille. Et donc c'est vraiment cette recherche de soi qui lui permet de discuter avec son frère, de discuter avec ses parents, de faire un travail sur elle-même, d'essayer de se rappeler ce qui s'est passé dans son enfance. Donc je trouvais ça super intéressant parce que souvent nos traumatismes viennent de l'enfance. Donc du coup, pour moi, c'était très 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 intéressant vu que, comme vous le savez, je travaille avec des enfants. Donc je trouvais ça vraiment chouette d'avoir refait ce travail-là et de voir en fait que plus tard, même 20 ans après, certaines personnes essayent encore de se rechercher et essayent de savoir exactement ce qui s'est passé dans leur enfance pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer dans la vie. Donc franchement, j'ai trouvé ça trop chouette. C'était vraiment une belle histoire qui se lit très rapidement et donc c'est une belle petite parenthèse que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, en e-book, j'ai lu Altitude, donc de la maison d'édition Nisha, etc. J'ai adoré. J'ai surkiffé. De nouveau, on est sur un Enemies to Lovers et la thématique de l'histoire est principalement la danse. Et donc, j'ai trouvé ça trop chouette parce que c'est vrai que c'est très très rare quand je lis des livres avec ce sport-là qui est mis en avant. En général, c'est plus des sports de mecs qu'il y a dans les romances, donc du rugby, du football américain, enfin tous ces trucs-là. Donc là, je trouvais ça trop chouette d'avoir la thématique de la danse dans l'histoire. Donc ici, on suit une fille et un garçon. La fille fait partie d'un club de danse, le garçon fait partie du club de foot de l'école. Et ils sont enemies to lovers, enfin ils sont ennemis au début, même si ils se connaissent depuis l'enfance.
mais c'est un certain événement qui leur est arrivé à eux deux qui les a un petit peu séparés, on va dire. Et donc, ils se retrouvent un petit peu ennemis. Où commence l'histoire? Ça fait 2-3 ans qu'ils ne se parlent plus. Et donc, du coup, dans le cours de danse de la fille, la prof les a inscrites à un concours qui se déroule à la fin de l'année. Et pour réussir ce concours, ils doivent créer des chorégraphies, mais en duo. Et donc la prof va faire appel à l'équipe de foot de l'école pour créer les duos avec le club de danse. Donc forcément, vous vous doutez que les deux personnages principaux se retrouvent du coup ensemble et qui vont devoir partager toute l'année ensemble pour pouvoir réussir ce fameux concours de danse. Donc c'est aussi grâce à ces cours de danse qu'ils vont recommencer à se parler et que leur relation va forcément évoluer. Du coup, j'ai adoré donc la thématique de la danse, comme je vous le disais. Je trouvais ça vraiment original et en fait, on avait vraiment les répétitions, on avait vraiment le détail du concours et des danses qu'ils faisaient. Donc c'était quand même assez chouette de s'immerger dans ce sport en fait qu'on connaît pas des masses, en tout cas dans la lecture. Et il y avait également des musiques qui existent réellement, donc du coup moi je les écoutais en même temps que les passages du livre où il y avait justement ces entraînements et le concours, etc. avec les musiques. Et donc, c'était assez chouette parce que pour s'immerger, c'était vraiment parfait. J'ai aussi adoré les sujets abordés. Donc, on aborde énormément le deuil, l'addiction, je dirais, à plusieurs niveaux. Il y a aussi la dépression et donc la scarification, etc. Donc, c'est parfois assez compliqué, même si on n'a pas tous les détails et que c'est pas prédominant sur l'histoire, on en parle quand même parce que c'est les difficultés des personnages, donc forcément on en parle. Mais donc j'ai vraiment adoré l'évolution de tous les personnages. J'ai adoré du coup les sujets abordés. J'ai vraiment adoré la thématique de la danse, la plume, l'addictivité de l'histoire. Enfin, tout était vraiment génial. J'ai surkiffé. C'est le deuxième livre que je lis de cette maison d'édition-là et le deuxième presque coup de cœur que j'ai. Donc du coup, je vais continuer à lire des livres de cette maison d'édition parce que je sens que je ne serai pas beaucoup déçue. Le dernier ebook que j'ai lu, c'est On s'en fout de Noël, tome 3, Dompter un dragon pour Noël. C'est également un service presse de l'autrice Sonitage et c'est pas le premier livre que je lis de cette autrice et pour le moment j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ce qu'elle écrit. Donc je vais continuer à découvrir ses romans parce que je les trouve vraiment tous très très chouettes. On suit une jeune femme qui a un prénom bizarre, j'avoue que je me rappelle plus. Je crois que c'est Secret, ou je sais pas trop comment on dit son prénom, mais oui c'est ça, maintenant je me rappelle, qui adore Noël, qui est super fan de cette période-là, mais elle va se faire enlever et donc elle se fait enlever par le chef du clan des dragons. Secret, elle a des pouvoirs. Et le chef du clan des dragons n'apprécie pas qu'une humaine peut la défier et peut être plus forte que lui. Et donc du coup, elle va se faire enlever et on suit un peu du coup toute l'évolution de l'histoire par rapport à cet enlèvement, à ce clan de dragons, au pouvoir que Secret a, etc. Personnellement, j'ai préféré ce tome 3 au tome 2. Alors, j'ai pas lu le tome 1 parce qu'elle précise qu'on n'est pas obligé de lire tous les livres l'un à la suite de l'autre pour comprendre l'histoire et de fait je la comprends très bien même si j'ai pas lu le premier tome et je pense que si j'avais pas lu le deuxième tome ça ne m'aurait pas dérangé non plus de lire le tome 3 sans connaître vraiment les deux premiers tomes parce qu'en fait on a des références aux personnages des livres précédents mais ce sont des personnages secondaires dans l'histoire. Donc du coup, ça ne nécessite pas de connaître l'histoire à 100% des deux premiers tomes. Et c'est d'ailleurs un des points que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on retrouve les personnages du coup des autres tomes en personnages secondaires ici dans le tome 3. Donc c'est assez chouette d'avoir ce petit clin d'œil en fait aux autres tomes dans le tome 3. J'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir retrouver les personnages qu'on connaît déjà. J'ai adoré l'univers de la magie au sens large du terme, puisqu'on a la magie de Noël, mais également la magie à proprement parler, puisque Secret a des pouvoirs, qu'on a des dragons, etc. Donc j'ai trouvé ça trop chouette. Enfin, j'ai vraiment adoré me plonger dans cet univers et je trouve que c'est une lecture super légère et vraiment parfaite pour la période de Noël. Donc je trouvais ça vraiment trop chouette. Enfin, j'ai adoré me plonger dans cette histoire et il m'a pas fallu longtemps avant de pouvoir m'immerger en fait dans la suite de cette saga. J'ai justement adoré le personnage de Secret qui a fort caractère et qui
on va dire entre gros guillemets, grâce au traumatisme qu'elle a vécu en étant enfant, bah en fait, elle a envie de profiter de la vie et donc elle a cette joie de vivre constante qui l'accompagne et qui nous transmet en fait cette joie de vivre aussi quand on lit le livre. Donc du coup, c'était vraiment trop chouette. Enfin, moi, je trouve que c'était vraiment une bouffée d'air frais, ce personnage. J'ai adoré sa façon de penser, sa façon d'être. Enfin, c'était vraiment magnifique et comme je vous le dis, ça, elle nous transmet sa joie de vivre à travers ce qu'on peut lire. Donc du coup, c'est trop bien. J'ai adoré aussi le fait qu'il y ait des dragons. C'est vraiment un truc qui fait que j'adore les histoires avec des créatures magiques et tout. Les dragons, c'est un truc que je surkiffe. Donc j'ai vraiment énormément apprécié. Et voilà, comme je vous le disais, c'est une histoire assez légère et donc ça se lit tout seul. Et je suis quand même assez triste que la saga soit terminée parce que j'ai beaucoup apprécié la découvrir. Maintenant, bah, je vous la conseille vraiment parce que c'est assez original en fait d'avoir ce côté Noël avec ce côté magie et fantastique qui est mis en avant. Je trouve ça vraiment chouette. Enfin, le combo des deux est trop chouette parce que du coup, on a une romance de Noël et en même temps un côté fantastique. Et c'est vrai que c'est assez rare, je trouve, dans les lectures de Noël et tout. Donc, je trouvais ça vraiment trop original et moi, je vous conseille amplement de découvrir cette saga. Du coup, enfin, j'ai lu un livre audio sur ces 2 derniers mois et il s'agit de la chronique des Bridgerton, tome 8. Il ne m'en reste plus qu'un. J'ai terminé la saga, du coup je suis trop contente. Et le tome 8, du coup, c'est l'histoire de Grégory, donc, et le dernier enfant de la fratrie qu'on a pu suivre, du coup, depuis ces 8 tomes là, et qui durent, et qui durent, et qui durent, mais c'est vraiment une saga coup de cœur. C'est une saga doudou, et franchement, je la surkiffe. Et en plus, je les écoute en audio, même si j'ai les livres en papier. Et je trouve que l'audio est tellement bien fait que ça m'immerge totalement dedans. Et je surkiffe mon écoute à chaque fois. Enfin, franchement, j'ai adoré écouter les derniers tomes en audio plutôt que de les lire en papier. Je trouvais ça encore plus chouette que de les lire. Donc vraiment, gros coup de cœur pour l'audio de cette saga. Donc comme tous les Bridgerton, bah, Grégory doit trouver son épouse et donc il va participer au bal, etc. pour trouver sa fameuse épouse. Du coup, Grégory, c'est quand même un amoureux de l'amour, hein, faut se le dire. Comparé aux autres membres de la famille, bah en fait, lui, il veut trouver une compagne. Comparé, comme je le disais, aux autres, bah, les autres, ils étaient un peu plus réticents face à tous ces bals et au fait de devoir se marier, etc. Lui, il attend que ça. Il attend que de trouver la femme qui va partager sa vie. Donc, je trouvais ça assez chouette d'avoir ce contraste, en fait, entre lui et les autres, qui est quand même assez fort, je trouve. J'adore toujours autant l'humour qu'on nous transmet, du coup, dans les romans Bridgerton. Il y a quand même vraiment pas mal d'humour dedans et je trouve ça toujours très chouette. Enfin, ça rend la lecture encore plus légère. Au début de l'histoire, il pense avoir trouvé, du coup, la femme de sa vie, mais il s'avère qu'en fait, c'était pas vraiment la femme de sa vie et que la femme qui va partager sa vie n'est pas du tout celle qu'il pensait. Et donc, du coup, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que dans les Bridgerton, bah, c'est souvent des couples auxquels on n'aurait jamais pensé à l'avance, qui se mettent ensemble, et donc je trouve ça trop chouette. Et ici, donc, je pense que c'est Lucinda, je sais plus du tout. Je vous mettrai ici sur le côté comment elle s'appelle, la femme avec qui il va se mettre en couple, du coup. Mais c'est une femme qui est assez timide, je dirais, et en fait qui est la meilleure amie de Hermione. Non, comment elle s'appelle? Ah ben si, c'est Hermione Watson. D'ailleurs, ça m'a perturbée tout le long du roman d'avoir Hermione Granger, Emma Watson. Enfin, je n'arrivais pas à détacher du coup le nom d'Emma Watson, hein, tout simplement. Donc c'était assez perturbant pour moi. Mais donc, en gros, Lucinda est la meilleure amie de Hermione et au début du livre, Grégory veut absolument se mettre en couple avec Hermione. Sauf qu'en fait, il va vite se rendre compte qu'Hermione, elle a des vues sur quelqu'un d'autre et que lui, en fait, il commence petit à petit à s'attacher à la meilleure amie d'Hermione, qui est donc Lucinda, je pense. Ça se trouve, je dis ce nom depuis 10 minutes et que c'est pas du tout comme ça qu'elle s'appelle. Donc, voilà, ils vont petit à petit, du coup, créer des liens, vu que Lucinda est la meilleure amie d'Hermione, ils sont amenés à se voir assez souvent. Leur relation est super chouette, super mignonne et compliquée aussi. Lucinda, en fait, au final, on va découvrir qu'elle est élevée par son oncle, je pense, un truc du genre, et que du coup, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Et c'est ça qui va rendre un peu la relation compliquée entre le membre de la famille Bridgerton et elle, puisque du coup son oncle veut qu'elle se marie avec quelqu'un de plus renommé que les Bridgerton.
Enfin bref, c'est un truc comme ça si vous avez compris. Donc du coup, bah, ça va compliquer un peu toute leur relation. Et bah, on va suivre un peu toutes ces épopées qui sont mises en avant, etc. Enfin, personnellement, les Bridgerton, je vais pas à vous faire un épilogue de fou dessus, mais vraiment une saga coup de cœur, donc j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 9 et découvrir ce qui se passe 20 ans après ou 10 ans après, je sais plus, parce que bah, c'est vraiment une saga chouchoute en fait, et je pense que je la relirai plus tard tellement je l'ai adorée, même s'il m'a fallu un peu de temps pour la clôturer. Bah, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi, donc je vous la conseille vraiment fortement. J'en ai fini du coup avec les e-books et les audios, donc on va passer tout de suite à mes livres papier. Et le premier, c'est Un jeudi saveur chocolat que j'avais emporté avec moi au Japon. Il est tout petit, il est tout fin. Je crois qu'il fait 200 pages. Ouais, 220 pages. Ici, en fait, on va suivre l'histoire de plusieurs personnages qui se rendent au café Marble à Tokyo. Et en fait, ce café, bah, il y a que 3 petites tables, donc il peut pas accueillir énormément de monde. Mais du coup, en fait, on va suivre l'histoire des personnages qui vont se retrouver dans ce café. Et donc, on a vraiment plusieurs histoires qui sont quand même parfois un petit peu liées, je trouve. Enfin, on arrive à faire des liens, en fait, entre chaque histoire. Et du coup, bah, en fait, c'est une histoire assez cosy où il n'y a pas vraiment d'action. C'est plus une histoire contemplative, je dirais, où bah, voilà, on a beaucoup de valeurs et beaucoup de réflexions qui sont bah, transmis en fait dans le roman. En fait, j'ai apprécié ma lecture parce que c'est vrai que c'est un moment un peu hors du temps, que ça nous permet d'être dans un truc un peu cosy avec de la réflexion aussi sur soi, sur les autres. Enfin voilà, c'était quand même assez chouette. C'est pas le genre de livre que je lirais tout le temps parce que c'est quand même assez lent comme histoire. Et j'ai l'habitude de lire des histoires avec beaucoup de rebondissements et tout. Et là, c'est pas le cas. C'est juste enfin, voilà, on découvre la vie de chacun, les difficultés de chacun, les réflexions de chacun. Et donc, bah, voilà, ça n'amène pas, en fait, ce truc où on est tenu en haleine, où on a envie de savoir. Maintenant, bah, comme je vous le dis, c'était trop chouette à lire. Je l'ai lu dans l'avion et voilà, ça fait passer le temps. C'était assez cosy. C'était un petit livre tout mignon. Maintenant, bah, voilà, c'est pas un livre que je vais retenir pendant des années, je pense, parce qu'il m'a pas marqué plus que ça. Mais j'ai adoré le concept, en tout cas de l'histoire, du fait que bah, les personnages se retrouvent dans le café et qu'on apprend à découvrir chaque personnage grâce au fait qu'ils vont boire un café du coup à Tokyo. Donc c'était quand même assez chouette. On a quand même les caractéristiques du Japon qui sont bien mises en avant, que j'ai pu reconnaître du coup en allant au Japon. Donc c'était une belle mise en bouche de ce que j'allais découvrir là-bas. Donc ça c'était assez chouette aussi. Enfin, voilà, j'ai adoré l'ambiance du roman en règle générale, même si l'histoire m'a pas transporté plus que ça, j'ai envie de dire. Je vais ensuite vous présenter L'automne sans fin. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, bah, vous avez pu le découvrir du coup dans mon vlog. Et là, bah, je vais vous faire mon avis final. Ici, on suit Tyrn qui vit une vie très différente des autres mortels, puisque en fait, elle est le héros de l'automne. Donc c'est un dieu qui est assez distante et froide, vu que en fait, bah, vu que c'est le dieu de l'automne, bah voilà, c'est en lien avec la saison. Et chaque année, elle doit accompagner ce fameux dieu dans le royaume des humains. Mais le miroir qui lui permet du coup de passer du monde des mortels au monde des immortels se brise et bah voilà, tout le monde est un peu choqué parce que du coup ils sont coincés dans la saison de l'automne en fait à cause de ça. Donc elle est suspectée d'avoir brisé ce fameux miroir. L'intrigue de l'histoire, ça va être de réparer le miroir pour du coup que les saisons puissent suivre leur cours, de découvrir qui a brisé le miroir et surtout de découvrir qui en veut à Tyrn et qui veut exiler le dieu de l'automne. Alors, comme je le disais dans mon vlog, je trouve que l'histoire est quand même assez lente. En tout cas, il faut attendre plus ou moins 200 pages, donc la moitié du livre, pour qu'il se passe réellement des choses. Donc c'est quand même assez long. Je trouve que sur un roman de 400 pages, pour moi, c'est trop long en fait d'avoir de l'action qu'à partir de la moitié. Sur un roman de 700 pages, je peux comprendre qu'on mette 200 pages à avoir de l'action parce qu'il faut le temps de placer le décor. Mais sur un roman de 400 pages, on n'a pas le temps en fait. Donc du coup, une fois que le décor a été placé, pour moi, il aurait fallu avoir un peu plus d'action au début. Maintenant, ça n'a pas empêché que j'avais trop envie de découvrir ce qui s'était réellement passé parce que bah, c'est quand même une histoire assez originale, je trouve. Cette histoire de
de saison, de dieux, de l'automne, de l'hiver, du printemps, etc. C'était vraiment trop chouette. Je trouvais ça assez original. Puis le personnage de Tyrn, elle est super chouette. Enfin voilà, c'est une femme forte. Bon, une femme forte qui parfois je comprends pas toujours ses choix, mais c'est pas grave, hein. En fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quand il y a des rebondissements, ils étaient trop bien. Enfin vraiment, j'étais là, mais quoi? Mais genre, je m'y attendais pas du tout. Et donc j'ai trouvé ça dommage de devoir attendre la 200e page pour commencer à voir ce genre de truc. Alors que si on l'avait à la 100e page, bah, on aurait été tenu beaucoup plus en haleine, beaucoup plus vite. Et donc bah, j'aurais peut-être enchaîné beaucoup plus rapidement ma lecture parce que bah, en fait on a des rebondissements de fou. Et donc c'est ce qui fait la force de ce roman, c'est que de un, l'histoire est hyper originale, qu'on a des bons rebondissements, que c'est en one shot, ça faut pas l'oublier. Donc du coup c'est pas une histoire qui va être tirée en longueur. Par contre la fin, je suis choquée. Genre je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça. J'ai une petite part de déception en moi, même si au final je trouve de nouveau que c'est original de terminer l'histoire comme ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose. Donc au final, le livre m'a étonnée jusqu'à la fin. Donc c'est super positif et c'est pour ça que je trouve ça dommage en fait d'avoir attendu autant de temps avant de mettre tous ces éléments-là en premier plan. Maintenant, bah voilà. C'est le petit point négatif de l'histoire, le fait que ça a été super lent, mais sinon j'ai surkiffé ma lecture. Je vous le conseille vraiment parce qu'on est vraiment plongé dans le mood de l'automne. On a vraiment tous les codes de la saison qui sont réunis dans ce roman. Donc j'ai trop adoré lire ce livre dans cette période-ci. Enfin, c'était génial, j'ai surkiffé. Donc je vous le recommande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis regardez-moi cette beauté. On ne peut pas dire non, hein. Franchement, il est magnifique. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Ma raison de vivre, qui est un roman très bouleversant. Alors ici, on suit Emma, qui est une jeune adolescente qui vit de la maltraitance clairement chez elle. Et donc, en fait, on va suivre un peu toutes ses pensées par rapport à ça. On va du coup suivre ses histoires d'amour, ses histoires d'amitié, à qui elle essaye de cacher en fait sa maltraitance. Sa meilleure amie est quand même au courant de ce qui se passe chez elle, même si elles en parlent pas souvent. Mais le mec qui lui plaît, elle essaye de lui cacher en fait parce qu'elle veut pas qu'il sache ce qui se passe chez elle. Parce qu'elle a honte en fait de ce qui lui arrive et c'est souvent le cas quand on est maltraité. En fait, c'est une histoire d'une adolescente, de ses amours, de ses amitiés, de ses difficultés, de ses sentiments, de ses questionnements, de ses études, enfin une histoire avec une adolescente quoi. Mais ce que j'ai trouvé bouleversant, du coup c'est ce côté maltraitant forcément. On a réellement les scènes qui sont décrites dans le livre, donc c'est quand même assez trash. Et elles sont quand même décrites dès le début du livre, malheureusement. Donc c'est vraiment un truc qui va perdurer tout au long de l'histoire. J'ai découvert que c'était une saga. Je n'en savais rien. Je pensais qu'il y avait qu'un tome, mais en fait, il y en a 3. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que ici, c'est vraiment le côté adolescente, mais je dirais plutôt au lycée. Je pense que la suite de l'histoire va se passer à l'université. J'ai adoré en fait suivre les pensées de cet adolescent, de suivre aussi le côté soutien que sa meilleure amie lui apporte et que son petit ami essaye de lui apporter, même si elle lui cache qu'elle est maltraitée. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait ce soutien qu'ils ont. Cette force de caractère que elle a pour continuer à aller à l'école coûte que coûte malgré ce qui lui arrive, pour réussir à l'école parce que faut se le dire, elle étudie de fou et elle réussit son année parce que son but c'est d'obtenir une bourse pour pouvoir faire les études qu'elle veut par la suite. Donc franchement, en fait, c'est vraiment inspirant d'avoir ce genre d'histoire, même si c'est vraiment bouleversant, hein, qu'on se le dise. Mais pour moi, c'est inspirant d'avoir ce genre d'histoire parce que il y a énormément de soutien, il y a de l'espoir, il y a de la maturité, il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises dans ce roman. Et même si c'est compliqué à lire, malheureusement, il y a énormément de situations similaires à la sienne ici autour de nous, hein. Je pense qu'on ne doit pas aller très loin pour voilà, avoir des personnes qui vivent ce genre de situation-là chez eux. Et donc, j'ai toujours trouvé ça super intéressant en fait d'avoir ce genre d'histoire pour qu'on se rende compte de ce qui se passe réellement dans la vie des gens. Que c'est pas parce que on s'imagine des choses sur eux que c'est la réalité aussi, hein. Enfin, c'est de nouveau le jugement de la personne. Ici, on la juge sans savoir ce qui se passe chez elle. Enfin, voilà, c'est plein de choses en fait que je trouve hyper importantes à transmettre et qui sont transmises dans ce roman. Et moi, je l'ai trouvé génial. Enfin, vraiment, je l'ai adoré. Il est incroyable et j'ai qu'une envie, c'est lire la suite.
Voilà, j'ai mis quand même pas mal de post-it dans le livre, comme vous pouvez le voir, parce que ben il y a des moments tristes, il y a des moments d'espoir, il y a des moments de joie, il y a plein de choses qui sont transmises dans ce livre et donc je vous conseille vraiment de le lire. La fin est dingue, donc si vous vous lancez dans ce roman, ben il faut que vous ayez la suite, je pense, à côté de vous, parce que moi je regrette vraiment de pas avoir la suite. Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Sincèrement, je pensais vraiment pas qu'on allait arriver à ce moment-là de l'histoire. Mais bah, en fait, au final, c'est logique sans l'être, hein, je trouve. Mais voilà, la fin est waouh. Donc j'ai qu'une envie, c'est lire la suite. Et moi, je peux que vous conseiller de vous lancer dans cette saga. Je vous jure que vous serez pas déçus. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un petit peu en lien avec un jeudi saveur chocolat. Il s'agit du restaurant des recettes oubliées. Donc là, bah, en fait, c'est plus ou moins le même avis. Donc je vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, ici, on suit Nagar et sa fille qui propose une expérience assez originale en fait dans leur restaurant, puisqu'elles vont proposer aux clients de recuisiner des recettes qu'ils ont longtemps oubliées et qui leur rappellent des choses. Donc du coup, bah, le but, c'est de retrouver tous les ingrédients de ces recettes. On a plusieurs chapitres de l'histoire où bah, c'est à chaque fois une recette différente et où le but, ça va être de retrouver du coup les ingrédients de ces recettes grâce aux souvenirs des clients. Donc c'est quand même assez sympa comme concept parce que bah, de nouveau c'est de la réflexion sur soi, sur son passé. Enfin voilà, c'est comme un jeudi saveur chocolat, beaucoup de réflexion et un roman très cosy et voilà qui fait passer le temps, mais qui pour moi de nouveau n'est pas non plus extraordinaire parce que je pense que c'est tout simplement pas mon style de lecture. Mais c'est quand même assez sympa de lire. En plus, ce sont des petits romans, donc ça prend pas trop longtemps à les lire. Du coup, c'est assez chouette. Mais je pourrais pas m'en lire 10 d'affilée, ça c'est sûr et certain. L'avant-dernier roman que je vais vous présenter, c'est Cette trahison obscure. Donc c'est le tome 2 de Ces promesses maudites que j'avais lu il y a quelques mois maintenant. J'ai adoré ce tome 2, c'est une dinguerie. Je vais essayer de vous résumer le tome 1 sans spoiler le tome 2. Donc ça va être compliqué. De ce que je me souviens dans le tome 1, on est sur un triangle amoureux déjà. Brie vit dans le monde des humains, mais elle a un pouvoir qui fait qu'elle peut se transformer en ombre. Et donc grâce à ce pouvoir, elle va voler différentes choses pour pouvoir payer son loyer. Sa sœur Jas, elle va être vendue au roi de la cour de la lune. Et donc, elle va en fait partir à sa recherche parce qu'elle ne peut pas imaginer que sa sœur puisse vivre dans le monde des faillés. Et donc, du coup, elle va partir à sa recherche parce que, bah voilà, elle veut coûte que coûte sauver sa sœur, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Donc, Brie va passer en accord avec le roi et elle va accepter de voler les 3 puissantes reliques de la cour du soleil. Pour pouvoir réussir à voler du coup ces fameuses reliques, elle va devenir la prétendante du prince Ronan qui cherche bah, du coup à se marier avec quelqu'un et notamment une épouse humaine. Donc du coup elle voit l'opportunité de pouvoir se rapprocher de lui pour accéder à la cour du soleil et pour pouvoir voler les reliques en gros. Et donc c'est là qu'il va y avoir un triangle amoureux parce que pour aussi arriver à voler ces reliques, elle va se mettre en alliance avec Finn et son clan qui sont du coup des rebelles si on peut dire ça comme ça. Et du coup bah, il va y avoir un fameux triangle amoureux entre Ronan, Finn et Brie. Donc voilà grosso modo le résumé du tome 1. Personnellement, j'ai surkiffé le tome 1. Vraiment un coup de cœur. J'ai adoré l'histoire. Le triangle amoureux, la recherche des reliques, les ombres, les pouvoirs, les trucs, les machins. J'ai trop kiffé. J'ai adoré ce tome 2 parce qu'il y a énormément d'action dedans. On s'ennuie jamais. Mais genre vraiment, il n'y a pas un seul moment de latence dans l'histoire. Donc j'ai trouvé ça incroyable. L'univers est vraiment bien travaillé. Donc tout comme dans le tome 1, on a la suite de cet univers qui est fou. Ici, bah, du coup, on suit un peu moins Brie dans le royaume. Hein, elle est plus à l'extérieur du royaume. Mais j'ai quand même adoré l'univers qui est vraiment incroyable. J'ai adoré l'intrigue qui va se résoudre petit à petit. Et j'ai adoré Finn qui est mon coup de cœur de cette duologie, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, je crois que c'est mon personnage préféré. J'ai de nouveau adoré le triangle amoureux, j'ai adoré la romance, j'ai adoré la fantaisie, j'ai tout surkiffé dans cette duologie, donc je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment une duologie qui se lit super vite, qui est trop originale et j'ai adoré l'histoire. On ne s'ennuie jamais, il y a de l'action
tout le temps. Donc franchement, je peux que vous recommander de lire cette duologie tellement je l'ai adoré. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est Le Sortilège de la Lune Noire. C'est le premier livre que je lis de la maison d'édition Le Héron d'Argent. J'en ai plusieurs. Donc du coup, j'ai perdu tous mes petits papiers. Du coup, je suis quand même assez contente d'avoir enfin lu le premier livre de cette maison d'édition parce que j'en ai encore 3, je crois, dans ma pile à lire. Donc du coup, je me suis enfin lancée. En fait, je vais vous lire le résumé parce que le résumé, il est quand même assez court. Donc je me dis que pour une fois, je vais pas me casser la tête à essayer de résumer le livre. 5 femmes, 5 sorcières. Alors que l'équilibre magique est menacé par un cataclysme imminent, elles devront faire face au chaos. 5 jours pour reconstruire ce que l'une d'entre elles, par amour, a détruit. 5 destins flamboyants s'entremêlent en un sabbat mortel. Surplombant les ténèbres de cette longue nuit, la lune se lève. Donc de fait, on suit en fait 5 sorcières sur 5 jours différents. Donc en fait, l'histoire est tout simplement séparée en 5 et il y a 5 autrices différentes. Donc du coup, chaque autrice a écrit une partie du coup de l'histoire. La première sorcière a un peu fait une bêtise, si je peux dire ça comme ça, parce que du coup à cause d'elle il commence à arriver plein de choses de fous en fait dans le monde, genre les gens meurent, il y a vraiment plein de trucs bizarres qui se passent et donc du coup le but de ces 5 sorcières c'est de réparer ce que la première a fait pour du coup rétablir l'équilibre. C'est une histoire quand même très spéciale. Il faut se l'avouer. Alors, c'est parfait pour la période d'Halloween, ça je peux vous le dire. C'est quand même assez spécial. Enfin, il y avait des trucs assez bizarres dans l'histoire. Maintenant, c'est une ambiance hyper chouette à vivre, je trouve. C'est assez original et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre de lecture. Donc, au début, ça me paraissait un petit peu chelou. Mais une fois que j'ai eu fini l'histoire, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. C'est vrai que c'était un peu chelou, mais on finit par s'attacher aux sorcières. On finit par avoir envie d'en découvrir plus aussi. On a envie de savoir comment ça va se terminer, si elles vont réussir ou pas à rétablir l'équilibre et tout ça. Les liens qui sont faits entre chaque sorcière sont quand même assez intéressants. Donc voilà, c'est une histoire qui se lit pas aussi facilement qu'on peut le croire, même si c'est un livre quand même assez court. C'est pas un gros roman, mais faut quand même s'accrocher parce que c'est beaucoup d'originalité et beaucoup d'éléments qui ne font pas partie de la vie réelle. Donc il faut quand même un peu s'accrocher pour suivre toute l'histoire correctement, pour faire les liens qu'il faut entre du coup les 5 parties différentes qu'on a. Mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était une lecture parfaite pour Halloween. Donc voilà, je suis trop contente d'enfin avoir découvert ce premier roman de la maison d'édition et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir les autres romans. Voilà, j'en ai enfin fini avec cette update lecture. Je pensais que ça allait me prendre moins de temps que d'habitude, mais comme ça fait longtemps que j'ai plus fait d'update, en fait, il a fallu le temps que je me remette dedans, de refaire les résumés, les chroniques, etc. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous tentent, les livres que vous avez déjà lus, les livres qui vous tentent pas, enfin tout ce que vous voulez. En fait, je suis preneuse, je vous répondrai toujours de toute façon. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!